La souffrance, est-ce que c'est juste une illusion mentale? Bam! C'est une question qui bouscule pas mal de nos certitudes, non? Imaginons un instant notre esprit comme une sorte de traducteur automatique. Mais un traducteur qui fait parfois des erreurs monumentales. Il prend les signaux bruts du monde entier et les transforme en ce qu'on appelle notre réalité. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers l'approche psychologique fascinante de Silo, tirée de son texte fondamental « Apuntes de psychologie » ou « Notes de psychologie » en français. Bienvenue dans ce décryptage. C'est vraiment une aventure intellectuelle géniale d'essayer de démonter un peu tout ça pour comprendre l'usine cachée de l'esprit humain. L'idée, c'est de voir très exactement comment notre réalité, et surtout notre expérience interne, se fabrique de l'intérieur, étape par étape. Et on va vite se rendre compte qu'on est à des années-lumière des évidences de surface. Allez, on jette un œil rapide au programme, on va passer par l'origine de nos images mentales, les voies de la conscience, ce fameux traducteur mental, le grand match entre la douleur et la souffrance, et pour finir, les formes de perception. C'est parti. On attaque tout de suite avec la première section, l'origine des images, des impulsions aux représentations. Bon, pour que tout ça ait du sens, il faut d'abord poser deux concepts psychologiques de base. En un, on a le coordinateur. C'est un peu le processeur central, le gros CPU de notre conscience, qui gère toutes les impulsions qui arrivent de nos sens et de notre mémoire. Et en deux, l'espace de représentation. Ça, c'est littéralement notre écran mental en 3 dimensions. C'est là que le coordinateur projette ses calculs en temps réel pour y structurer des images. Le but de tout ce système, maintenir un équilibre vital et constant entre ce qui se passe à l'intérieur du corps et l'environnement extérieur. Et ce parcours, il est super mécanique, presque biologique. D'abord, nos sens ou notre mémoire captent des données brutes. Boum, ça devient des impulsions en transit. Ces impulsions voyagent ensuite directement vers notre fameux coordinateur. Et là, magie de la neurologie, le coordinateur les traite et les transforme en représentation, en images. C'est quand même dingue de se dire qu'un simple stimulus physique finit par se métamorphoser en une image tangible dans notre tête. Ce qui nous amène à la section 2, les voies de la conscience, à savoir l'abstraction et l'association. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de comprendre comment le coordinateur fait pour ne pas exploser face à cette avalanche d'impulsions qui lui tombe dessus à chaque milliseconde. En fait, il a 2 stratégies complètement opposées. D'un côté, la voie abstractive. Son job, c'est de réduire la complexité étourdissante du monde à ses caractéristiques essentielles. Elle dépouille littéralement tout pour ne garder que le noyau pur de l'information. De l'autre côté, on a la voie associative. Elle fonctionne par similarité, par contiguïté et par contraste. En gros, elle cherche en permanence à relier la nouveauté à nos souvenirs. Et c'est grâce à cet équilibre parfait entre simplifié à l'extrême et connecté à notre passé que la conscience arrive à naviguer au quotidien. On passe à la section 3, traduction et déformation mentale, le fameux traducteur de l'esprit. Alors accrochons-nous bien car notre esprit agit très souvent comme un traducteur un peu défectueux. Les infos sensorielles sont complètement déformées avant même d'arriver à la surface de notre conscience. Prenons un exemple hyper contre-intuitif, une donnée synesthésique interne. C'est un grand mot pour décrire une sensation physique obscure à l'intérieur des organes du corps, comme une tension dans l'estomac. Eh bien cette sensation peut se perdre dans la traduction et paf, apparaître soudainement sur notre écran mental sous la forme visuelle d'un nuage noir ou d'une pierre pointue. C'est fou, non? À la base, l'impulsion n'a absolument rien de visuel, mais notre psyché nous sort une image parfaitement visible. Et notre esprit est tellement doué pour cette gymnastique qu'il rend nos perceptions totalement interchangeables. Entendre le feu crépiter, voir les flammes danser ou sentir la fumée, pour notre esprit, le résultat final est le même. Il prend ces 3 impulsions, biologiquement très différentes, et les traduit en une seule et même alerte globale, danger. Ces signaux deviennent permutables, ce qui montre bien que notre psychologie a évolué pour transformer plein de signaux divers en un seul concept d'urgence immédiate. Allez, section 4, et c'est un point majeur, la douleur versus la souffrance, ou la mécanique de l'affliction. Le point crucial de l'approche psychologique de Silo, il est là. La différence radicale, absolue entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est purement biologique, c'est une mécanique de survie. Si on touche une flamme, le signal neurologique réel, c'est la douleur. La souffrance, par contre, c'est une toute autre histoire. C'est le produit de ces fameuses images traduites lourdement déformées par notre imagination et notre mémoire. C'est une construction complètement artificielle créée par les voies associatives de notre cerveau qui amplifie et dramatise l'impulsion de départ. Il faut absolument qu'on s'arrête un instant sur cette citation percutante tirée du texte. De nombreuses souffrances n'existent nulle part, sauf dans les images traduites et transformées par l'esprit. C'est le genre de phrase qui remet tout en perspective. Une angoisse terrible par rapport à ce qui pourrait arriver demain, ou un regret qui nous ronge sur le passé, objectivement ça n'existe pas. Ce sont des fictions, des mirages que notre traducteur interne a fabriqués de toutes pièces et amplifiés. Bref, une grande partie de ce qui nous accable n'est au final qu'une illusion enfermée dans notre espace de représentation. On passe à la dernière partie, la section 5, forme et structure de perception. Organiser le chaos.
Il faut qu'on clarifie ce qu'on entend par « forme » dans les apuntes de Psycholoria. Attention, ce ne sont pas des objets physiques ou des formes géométriques qui flottent dans le cerveau. Non, ce sont plutôt des environnements mentaux, des registres internes qui permettent de structurer les phénomènes. C'est la manière très spécifique dont nos différents niveaux de conscience organisent les données pour donner du sens à ce qui, autrement, ne serait qu'un brouhaha chaotique et totalement indéchiffrable. Et ça illustre brillamment la façon dont on construit notre réalité perçue à partir de presque rien. Il suffit d'un signe minime, comme la première syllabe d'un mot familier ou l'ombre d'un objet dans le noir, pour réveiller tout un registre codifié dans notre psychisme. Notre conscience a horreur du vide. Elle prend ce petit bout d'information et déploie instantanément la forme complète qui va avec. Ça prouve que ce qu'on perçoit dépend beaucoup plus de nos structures internes déjà encodées que du monde extérieur. Et voilà pourquoi on a tellement tendance à tirer des conclusions hâtives. Le cerveau se précipite pour combler les trous avec ses propres archives. Ce qui nous laisse sur cette ultime pensée, franchement provocante. Au fond, quelle part de notre réalité quotidienne n'est qu'une simple traduction, parfois complètement faussée, projetée sur notre écran mental? C'est une question fascinante. Elle nous pousse à observer de beaucoup plus près ce fameux traducteur interne qui bosse sans relâche dans notre esprit. Est-ce qu'on voit vraiment le monde tel qu'il est, ou est-ce qu'on expérimente juste la magnifique mais imparfaite traduction de notre propre psychologie? Voilà de quoi repousser un peu les frontières de notre propre compréhension.